Farah Ismaili, je suis vraiment enchantée de vous retrouver ici au cœur de Scarbeck, une commune que je pense que vous affectionnez particulièrement, pour parler avec vous de culture, d'éducation permanente, de révolte et surtout de nécessité d'agir. Alors, vous êtes la directrice de la FESEFA et je préfère vous laisser expliquer peut-être en quelques mots ce que c'est la FESEFA. Et bien voilà, je suis la directrice de la FESEFA qui, au départ, a été créée pour pouvoir organiser la représentation des employeurs du secteur de l'éducation permanente. 2021 marque la reconnaissance de cette fédération aussi comme une fédération représentative du secteur de l'éducation permanente. Et donc je suis davantage à un niveau institutionnel de représentation, mais je suis quotidiennement nourrie par les retours de terrain, par le retour de nos membres. Et aujourd'hui, on le voit clairement, de ce secteur se dégage la nécessité de limite passer la vitesse supérieure en termes d'action, parce que plus que jamais aujourd'hui, il importe de défendre la capacité de tous et de toutes à prendre en main son destin. Et c'est ça, finalement, le cheval de bataille de l'éducation permanente. Alors, le secteur de l'éducation permanente a toujours travaillé et a toujours pensé son action comme étant une nécessité au quotidien, donc ce n'est pas nouveau. Aujourd'hui, peut-être ce qui est différent des années qui nous précèdent, c'est qu'aujourd'hui, on fait le constat que l'on va probablement droit au mur. C'est-à-dire qu'on est face à des systèmes économiques, politiques, qui ont montré la limite de ce qu'ils pouvaient apporter pour la collectivité. On est de plus en plus dans des sociétés où c'est une minorité de la population qui profite de ces systèmes-là. Et donc, oui, on est aujourd'hui face à de grandes questions de transformation profonde de cette société. Qu'est-ce que l'éducation permanente va réellement faire ? De quelle façon l'éducation permanente peut amener justement à un renouveau, à se reposer des questions, à une transformation sociale ? Eh bien, il faut savoir qu'à la base, ces associations ne travaillent pas seules, elles travaillent avec leur public. Ces publics-là, dans le cadre des activités, nomment leurs difficultés, nomment les injustices dont elles font l'objet au quotidien. Et donc, il s'agit à ce moment-là de prendre conscience, de dire « mais voilà, je ne suis pas seule à vivre ce problème-là, c'est une injustice que je ne suis pas seule à vivre, donc ça s'inscrit peut-être et fort probablement dans quelque chose qui est beaucoup plus systémique. » Et donc, l'association d'éducation permanente va permettre, à partir d'une question individuelle, de collectiviser cette question. Donc, c'est vraiment l'idée d'abord de nommer les problèmes entre nous, d'organiser une parole commune et puis ensuite de passer à l'action. Beaucoup de gens, dans les idées reçues qu'on a, c'est de considérer que le secteur associatif peut être mou. Mais on peut dire que pourtant ce travail, il a été clé dans les décennies qui viennent de passer, il le sera encore dans les décennies à venir. Ça avance, ça fait progresser des droits, il y a des combats qui ont été gagnés comme ça. Deux exemples récents, vous avez le congé effectivement de paternité. Alors déjà là, au niveau de la sémantique, il y a quelque chose d'important qui s'est passé. On est passé de la formule de congé de paternité à congé de naissance parce que il y a eu une volonté politique, mais nourrie par les revendications du terrain et notamment les revendications associatives, de prendre en considération aussi la réalité de la parentalité d'aujourd'hui. Et donc ce congé de naissance, ce qui est intéressant, c'est que par le travail de terrain, de sensibilisation, de plaidoyer d'un certain nombre d'associations, accompagné aussi du travail des organisations syndicales et probablement aussi d'autres mouvements, eh bien, on a obtenu aujourd'hui le droit de passer de 10 jours à 15 jours et à partir de 2023 à 20 jours. Donc voilà, ce sont des droits, des petits droits qui se gagnent comme ça au quotidien, petit à petit. Donc c'est pas forcément quelque chose d'explosif, mais voilà, c'était une demande qui était exprimée par le terrain et c'est un droit qui a enfin été acquis. Est-ce que c'est pas là, finalement, la réelle assise démocratique qu'on devrait avoir dans toute société, c'est entendre le besoin du terrain ? Alors, ce qui est intéressant dans votre question, c'est la notion de corps intermédiaire. On est dans des sociétés, en tout cas dans notre société démocratique aujourd'hui,
on a la chance de pouvoir compter sur ces corps intermédiaires qui sont soit l'associatif, soit les organisations syndicales, soit d'autres structures, d'autres mouvements, qui permettent de faire le relais entre la base, entre le terrain, entre le public, entre les citoyens et le politique. Et le secteur associatif, c'est le rôle qu'il joue d'intermédiaire en allant recueillir la parole à la base, et avec ce même public construire un discours, et avec ce public aller transmettre ce discours aux politiques. Donc il y a aussi un certain nombre d'associations qui se disent, bon ben voilà, il y a des problèmes, et bien ce que nous allons aussi essayer de faire avec nos publics, c'est d'essayer de mettre en œuvre des alternatives. Alors ce n'est pas forcément des alternatives qui se créent à côté de la société, il y a parfois des alternatives, et même très souvent des alternatives qui s'inscrivent dans la société. Et puis vous avez aussi, mais alors ce n'est pas du tout le cas des associations d'éducation permanente, vous avez des mouvements, vous avez des dynamiques qui vont créer des alternatives à côté de la société. Est-ce qu'on peut dire que là, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'on voit la différence entre on recrée un autre modèle et on essaye de faire évoluer le modèle. Est-ce que c'est là vraiment la notion fondamentale de différence entre l'action associative d'éducation permanente et tous ces mouvements émergents dont on entend tellement parler et qui, oui, effectivement, intriguent, interpellent? Alors, il y a d'abord un point commun entre ces mouvements émergents et l'associatif actuel. Ils sont tous les deux face à ce constat de dire il faut absolument transformer de manière profonde cette société. Et c'est là où on lit la question de la radicalité. La radicalité, c'est d'aller justement de pointer la racine du problème et de dire si c'est ça le problème, il faut une modification profonde de cette société. Donc ça, c'est le point commun. Alors pour ce qui est des mouvements émergents, ce sont des mouvements à un moment donné qui naissent comme ça. Suite soit à un ras-le-bol, soit à un petit groupe de personnes à un moment donné qui ont pensé une question et qui souhaitent la porter de manière plus collective, des citoyens qui s'unissent. Alors on observe parfois aussi dans ces mouvements émergents l'idée fausse qu'il est préférable de travailler sans être institué, sans qu'il n'y ait de professionnalisation, sans qu'il n'y ait de financement, parce qu'alors ça garantit la liberté d'action, de parole et des choix politiques. Alors, certes, on peut l'entendre, mais on peut constater que tous les mouvements aujourd'hui émergents progressivement s'essoufflent parce que justement, il n'y a pas de leadership, il n'y a pas de structuration, il n'y a pas de véritable organisation, il n'y a pas de structuration de ce mouvement-là. Et donc, moi je ne peux citer que toute autre chose, par exemple, qui est un grand mouvement de citoyens qui est né en 2014 et qui avait été véritablement actif en 2015. On n'en entend plus parler aujourd'hui. Le mouvement était bien lancé, puis à un moment donné, ce mouvement s'essouffle parce que les individus qui la composent sont fatigués. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout combat, finalement, est un peu de longue haleine. Il faut travailler sur du long terme parce qu'on n'arrivera jamais à la société utopique telle qu'on la pense. On doit toujours tendre vers elle. On se rend compte aujourd'hui, au contraire, qu'on régresse. Donc, c'est ce qui nous pousse davantage à nous dire le combat ne sera jamais terminé, les luttes jamais ne s'arrêteront, ce seront toujours des luttes perpétuelles. Parce qu'aujourd'hui, la figure de la domination, elle est beaucoup plus soluble, elle est beaucoup moins visible qu'elle aurait pu être fin du 19e siècle, où on avait un adversaire et on savait très bien qui était l'adversaire. Aujourd'hui, cet adversaire, il est un petit peu dispersé dans un certain nombre de choses. Et donc, il faut déjà pouvoir, aujourd'hui, se dire, mais qui est notre adversaire? C'est là aussi tout le travail de l'éducation permanente avec ses publics, de pouvoir disposer de grilles de lecture et de dire, voilà, notre adversaire, il est là, il est là, il est là, et en fait de se rendre compte qu'il est unique. Et quand il y a même ces grands mouvements de citoyens, le secteur de l'éducation permanente est aussi présent dans ces manifestations, déjà pour montrer son soutien, et aussi pour montrer à ces mouvements qu'il faut travailler de manière complémentaire, qu'il ne s'agit pas d'être en concurrence, qu'il ne s'agit pas de se tirer dans les pattes parce que l'adversaire est commun, et de dire, voilà, travaillons ensemble, même si nous travaillons différemment, nous sommes complémentaires. Et c'est ça, je pense, l'enjeu aujourd'hui, c'est pouvoir se penser comme une équipe de football, en fait, en se disant, certes, il y a des attaquants, il y a ceux qui sont au niveau de la défense, il y a un gardien de but.
Chacun a son rôle, chacun à un moment donné, même s'il est à la défense, peut être attaquant à un moment donné, et donc ne pas se figer dans une forme, dans une figure de l'action, mais se dire que collectivement, on peut atteindre ensemble des objectifs parce que finalement, nos objectifs sont communs, même si dans le détail de la façon de penser ces objectifs-là, on souhaiterait les mettre en œuvre différemment. Je trouve que c'est un beau résumé au final des enjeux à venir, c'est-à-dire qu'on arrête finalement de comparer ou de se dire les mouvements émergents, les associations, les syndicats, comment ils travaillent, mais de se dire qu'en fait c'est que tous ensemble. De toute façon, si on doit aller dans la radicalité de vouloir vraiment une transformation sociétale claire, évidente et d'aller jusqu'au bout, il va falloir clairement qu'on unisse nos forces. Ben voilà, la clé c'est la convergence des luttes. Moi, c'est un terme qui m'est cher, c'est celui que j'ai défendu partout, parce que je suis moi-même, dans ma relation de travail, je suis en rapport avec les organisations syndicales, je suis en rapport aussi avec d'autres secteurs que le secteur de l'éducation permanente. Et en fait, on n'est pas tellement différents, parce qu'on a tous envie de la même chose, on a envie de plus de justice, on a envie de revoir les choses en matière d'empreinte de carbone, on a envie de pouvoir sauver la Terre, on a envie de pouvoir aussi améliorer notre environnement. Donc voilà, il y a des tas de points communs sur lesquels on peut se mettre d'accord, même si, je veux dire encore une fois, sur le terrain, sur nos modes d'action, etc., il peut y avoir des différences, mais c'est en s'unissant, c'est cette convergence des luttes, c'est le fait à un moment donné de pouvoir se dire, comme un espèce de pacte, de pouvoir se dire, là, aujourd'hui, il y a une urgence, on va droit au mur et aujourd'hui, il est essentiel que l'on travaille main dans la main. Merci pour cet appel alors à faire tous converger. Et puis c'est pour ce rappel quand même essentiel de comprendre c'est quoi finalement l'éducation permanente, parce que pour rappel, c'est quand même 250 associations au moins sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Merci beaucoup en tout cas. Mais merci à vous encore. Au plaisir. Merci.